Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal d'information présenté par les étudiants en Master 2 journalisme de l'Université catholique de Lille. Au sommaire aujourd'hui, les présidentielles françaises, Marine Le Pen et Emmanuel Macron au second tour de... Oui, c'est le T'as vu aujourd'hui. Le T'as vu. Le T'as vu. Vendredi matin. Aujourd'hui. Oui. Là, c'est le magazine des étudiants en Master de journalisme. Le dernier de l'année. Oui, c'est ça, c'est le T'as vu. Et sommaire. Exactement, on va passer au sommaire pour cette dernière. Éléonore nous parlera de la mouvance bio. Camille est partie en immersion dans une troupe de théâtre et Pierre et Victor nous parleront à nouveau du longboard. Et notre invitée aujourd'hui sera Jessica Jouve, journaliste pour la boîte de production Ikari à Lille. Nous aborderons avec elle son parcours et son expérience du métier. Le T'as vu, c'est maintenant, restez avec nous. En plein cœur de l'entre-deux-tours qui cristallise de nombreuses tensions en France, une manifestation anti-Front National s'est tenue à Lille. Gaspard Dalle et moi nous sommes rendus jeudi place de la République pour prendre la mesure de cette colère. Ce mercredi 26 avril s'est tenue une manifestation à l'encontre du Front National, place de la République à Lille. Suite à l'accession de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle avec 21,3% des voix, près de 500 personnes étaient rassemblées pour faire entendre leur colère. Pourtant, nous n'avons pu que constater une certaine animosité à l'égard d'Emmanuel Macron, pourtant grand favori des sondages. De nombreux partis étaient représentés, surtout par la jeunesse. Il flottait des drapeaux des jeunes écologistes, des jeunes socialistes, des jeunes communistes, le syndicat Sud et même un touriste cubain en goguette. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus facile de se battre quand on est face à des libéraux comme Hollande, comme Sarkozy, etc., que face au fascisme. Je vais vous dire une chose, monsieur. Tout à l'heure, j'ai voulu m'exprimer, place de la République. On l'a vu, madame. Et ils m'ont empêché de parler. Ces élections, c'est du pire au moins pire. Mais si le moins pire est élu, le pire arrivera en 2022. Alors c'est quoi la consigne? Abstention. Abstention, boycott. Abstention et boycott. On est avec Hugo. Alors Hugo, pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui? Moi je suis venu crier mon ras-le-bol, crier ma colère contre le résultat des élections, contre cette campagne, contre tous les pourris qu'on nous présente lors de cette élection. Et puis aussi pour essayer de retrouver un peu le goût de la lutte dans la rue, parce que malheureusement il n'y a que ça qui permet de faire bouger les choses. C'est quoi le mot d'ordre pour le second tour des élections dimanche prochain? Je crois que malheureusement de mon côté il n'y aura pas de mot d'ordre, il y aura surtout de l'abstention et je crois qu'elle va être très forte. Ou alors il y aura des votes blancs, ou en tout cas des votes de désespoir, que ce soit pour Macron ou pour Le Pen, des gens qui n'y croient pas d'un côté comme de l'autre et qui baissent les yeux quoi. Le racisme, ça se combat, le fascisme, ça s'écrase. Des socialistes, d'accord. Et il y a beaucoup de partis qui sont représentés aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous avez toute la même ligne de conduite par rapport à ce qu'il faut faire pour le deuxième tour de la présidentielle? C'est très clair, on voterait Emmanuel Macron pour sauver la République, pour défendre la République. Donc en fait ici tout le monde est un petit peu d'accord pour dire qu'il ne faut pas de Marine Le Pen, voilà. Mais certains sont pour dire qu'ils ne sont pas non plus pour Emmanuel Macron. Ceux-là ils prennent leurs responsabilités, nous on a pris les nôtres. Donc vous allez voter Emmanuel Macron, vous personnellement? Évidemment, à contre-cœur, si on peut le dire, c'est une litote de dire à contre-cœur, mais je préfère lutter contre la dictature des marchés financiers, ce dans quoi nous sommes déjà avec la loi El Khomri et bien d'autres choses, que de lutter contre la dictature tout court avec Marion Maréchal Le Pen, ministre de l'Intérieur. Alors je vais pas y aller par quatre chemins. Marine Le Pen présidente, c'est la fin de la Belgique. Parce que cette femme et son parti, depuis toujours, ont toujours soutenu l'extrême droite flamingante de Belgique, c'est-à-dire une extrême droite qui veut la dislocation de la Belgique. Et Marine Le Pen compte là-dessus pour annexer la Wallonie, Bruxelles et toute la Belgique francophone. Et ça, non seulement démocratiquement, elle est dangereuse, mais même pour mon pays, pour ma propre patrie, c'est un danger. Alors vous allez faire quoi, vous, dimanche prochain? Je crois que je vais glisser un tube de vaseline, parce que je crois qu'on va en avoir besoin, là. Hein? Voilà. Et donc c'est votre réponse, vous ne voterez pas il faudrait des arguments convaincants, sauf que là on les a vraiment pas quoi. Hein, donc surtout quand on voit les financements de Macron quoi. Donc bon, à un moment ou un autre, faut être sérieux quoi. Ça s'écrase, le racisme, ça se combat, le fascisme, ça s'écrase, le racisme, ça se combat, le fascisme, ça s'écrase. Bonjour mademoiselle, vous pouvez parler 2 minutes?
vous avez vu tout à l'heure vous exprimer place de la République. Vous représentez un mouvement politique. Alors je suis aux jeunes communistes. D'accord. Alors pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, il y a d'ores et déjà des politiques racistes, sexistes, de discrimination partout. Et on sait très bien qu'avec le Front National, on va encore passer un cap. Et que nous, on est là pour dire que face au fascisme, on ne fera pas un pas en arrière. Et qu'on fera tout pour faire en sorte qu'il ne passe pas. Donc vous allez voter Emmanuel Macron? Je vais voter Emmanuel Macron. Et quand bien même, pendant un an, j'ai lutté contre la loi travail. Je déteste les libéraux. Et pourtant, je vais voter Emmanuel Macron. Parce que, au moins avec les libéraux, on aura une marge de manœuvre. On pourra continuer à militer, à lutter, et on a besoin de 5 ans de répit, 5 ans où on pourra continuer à militer. La manifestation aura duré près de 2h30 sans incident particulier. Les antifascistes ont quitté le cortège peu avant la fin pour se diriger vers Oisem et le reste s'est vite dispersé. D'accord. Bonjour Gaspard. Bonjour à vous. Merci d'être là. Alors Gaspard, quel était le profil un petit peu des manifestants présents lors du rassemblement? Alors il y avait, c'était des manifestants de gauche plutôt, donc des jeunes écologistes. C'était beaucoup de jeunes déjà, beaucoup de jeunes. Donc des jeunes écologistes, des jeunes communistes, des jeunes socialistes. Il y avait des syndicats, Sud, etc. Beaucoup de personnes en fait qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour, plutôt, en tout cas dans l'ensemble. On avait rencontré d'ailleurs 2 jeunes de la France insoumise. Il y avait effectivement beaucoup de partisans de Jean-Luc Mélenchon. Oui. Ouais. Est-ce qu'ils sont prêts à voter finalement contre les FN et finalement pas pour un candidat en fait? Alors en fait il y a un peu 2 sons de cloche. Il y en a qui vont vous dire on va voter à contre-cœur pour Emmanuel Macron au second tour, même s'ils se disent anti-libéraux et que ça va complètement à l'encontre de leurs valeurs et de leur conception de la vie politique. Mais c'est pour faire barrage vraiment au Front National. Et il y en a d'autres qui vont vous dire pour moi Emmanuel Macron, c'est la dictature des marchés financiers. Ouais. Et voilà. Donc c'était assez mélangé finalement. Il y avait plusieurs discours. Donc beaucoup de gens, enfin en tout cas pas mal de gens qui n'iront pas voter dimanche prochain. D'accord. Alors selon les estimations, il y avait environ 500 personnes qui étaient présentes. Oui. Quand on voit l'ampleur qu'avaient pris les manifestations en 2002, c'est relativement peu, non? Alors c'est très peu. En 2002 à Lille, donc au 1er mai 2002, il y a eu une vague de manifestations qui s'est déroulée sur toute la France. Et à Lille, c'était pas la plus grande manifestation, mais c'était quand même près de 30 000 personnes. Donc en comparant 30 000 personnes et 500 personnes, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Après, c'est aussi révélateur... de la banalisation peut-être de la présence du FN. Oui, on a bien vu dimanche dernier quand Marine Le Pen est passée au second tour. Il n'y a pas eu de vague de mobilisation à ce moment-là. Pas non plus d'émeutes, et puis même au niveau des politiques, par exemple Jean-Luc Mélenchon qui était le premier à s'exprimer en 2002 en disant il faut faire barrage absolument coûte que coûte, quitte à voter Jacques Chirac au Front National. Là il s'est pas prononcé en faveur d'un barrage d'un front républicain. Il n'a pas donné de consigne de vote directe? Non, il a laissé s'exprimer, il laisse en ce moment s'exprimer les signataires de la France Insoumise à 450 000 personnes. Il avait dit en 2002, mettez-vous une pince à linge sur le nez si vous le souhaitez, mais votez Chirac et faites barrage le FN. Voilà. La consigne de vote n'était pas du tout pareille. Voilà, en 15 ans, les choses ont un petit peu changé. Exactement. Merci beaucoup Gaspard. Alors tu vas rester avec nous, on a une petite question. C'est la fin de ce t'as vu, c'est la fin de l'année. Voilà. Quel est ton meilleur souvenir parmi nous, Gaspard? Alors, mon meilleur souvenir parmi vous, écoutez, un reportage d'anthologie, j'ai envie de vous dire, qu'on a fait ensemble, et puis avec Marine sur Porte à Cabine, qui a malheureusement été censuré, mais je pense que c'était un peu du génie incompris, et que, voilà, en fait, la France n'était pas encore prête à ça. Bien sûr. Exactement, je pense qu'on était visionnaires à cette époque. Voilà, c'était le mot que je cherchais. On n'a pas été compris. Merci. Si je vous dis les garçons, Dorocteux. Dorocteux, non. Ça ne vous dit rien. Eh bien écoutez, Eleonore va nous laisser découvrir ce petit restaurant. Elle est partie à la découverte d'un restaurant qui n'est pas comme les autres. Regardez. Pourquoi avoir choisi de surfer sur la vague du bio? Parce que, voilà, j'ai déjà fait ça longtemps dans des autres restaurants, mais pas vraiment choisi, mais ça venait automatiquement sur moi parce que j'aime bien travailler avec les produits très bien. Le bio, une fois qu'on utilise ça, on ne veut plus utiliser des autres produits. Quels sont les produits phares de votre cuisine? Oui, alors le produit type de nous, c'est vraiment saison. Nous, on regarde chaque semaine, chaque jour, l'offre de notre fournisseur et on travaille qu'avec ça. Lorsqu'on cuisine des produits bio, est-ce qu'il y a des techniques particulières? Nous, on travaille aussi beaucoup sans gluten, sans lactose. Voilà, la salade que je vais faire, c'est sans lactose et sans gluten.
Voilà, parce qu'il y a une grande demande de ça. Ouais. En tant que restaurant bio, est-ce qu'il y a plus de normes à respecter que les autres restaurants ? Nous, on le respecte nous-mêmes. On n'est pas vraiment contrôlé, mais nous, on a tous les certifications de bio, ça 100%. C'est tout labellisé, ouais, ça c'est sûr, oui. Vous avez une carte principalement végétarienne. Pourquoi ce choix ? Nous, on travaille 85% ou 90% végétarienne. Parce que voilà, on est identifié comme un restaurant végétarien. Oui, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Il manque des restaurants, je pense, végétariennes à Lille. Ouais, mais c'est aussi parce que moi, j'adore faire végétarienne. C'est une préférence personnellement. Il y a trop de production des animaux. Voilà, il faut arrêter ça. Est-ce que votre cuisine est engagée pour l'écologie ? On est ici avec une équipe qui est... tous mes collègues, ils sont véganes. Alors, c'est vraiment nous ensemble qui décident les plats. Voilà, oui, c'est vraiment la mentalité écologique, végétarienne. Est-ce que la qualité des produits est importante pour vous ? Mais le bio, c'est justement les qualités des légumes. Vous voyez, c'est la manière comment c'est cultivé. C'est avec du houmous, c'est sans pesticides, mais c'est les qualités des produits. Tout en bio, tu peux aussi trouver en classique les légumes. Mais c'est justement le saveur et tout est plus fort, les qualités est 100 fois mieux. Pour vous, est-ce que la cuisine bio réinvente la cuisine française ? J'espère, mais tout le monde doit le réaliser pour leur-même, que vous se sentez bien. Il faut respecter ton corps. Si tu manges du bio, si tu bois du bio, il faut le sentir, c'est quelque chose qui va ensemble. Mais le problème, c'est souvent dans des supermarchés, c'est encore un peu cher. Si tu vois un courgette à 3 € du kilo, ou soit à 1,5 € du kilo, ben les gens ils vont prendre souvent le moins cher. Éléonore nous a rejoint en plateau. Bonjour Éléonore. Bonjour Florian, bonjour Adrien. Bonjour. Vous avez réalisé ce reportage avec Julie Goujon. On entend dans le reportage que c'est une propriétaire flamande. Oui. Alors pourquoi elle a choisi de s'installer en France ? Alors parce que en Belgique, c'est beaucoup plus répandu, on va dire, cette mode un peu du bio, ou du moins cette nouvelle forme de consommation, et qu'à Lille, c'est vrai qu'il y en a très peu. Enfin, de restaurants réellement bio, mais vraiment de A à Z, même jusqu'au vin, aux boissons, au soda, enfin, tout est bio en fait. Et c'est vrai que c'est un des seuls sur l'île aujourd'hui à faire de la cuisine vraiment bio, et c'est pour ça que pour elle, c'était important de diffuser en fait toute cette cuisine vraiment biologique. D'accord. Éléonore, lors du précédent T'as vu, vous nous avez parlé de Pizza Jazz, c'était un restaurant vegan. Exactement. Et en fait, on avait remarqué que finalement, c'était du business, hein, clairement, voilà, pour le restaurateur. Alors, est-ce que là, c'est un restaurant bio? Est-ce qu'il surfe sur des tendances ou c'est vraiment un mode qui tient à cœur à cette propriétaire? Non, c'est pour ça que je tenais aussi vraiment à un peu quand même montrer que le bio, le vegan, le végétarien, alors même Isabelle fait aussi du sans gluten, etc. Vraiment, elle en a pour tous les goûts dans ces notions un peu modernes, un peu particulières. Et justement, montrer que c'est vraiment un style de vie. C'est-à-dire que elle, toute son équipe, elle le dit dans l'interview, c'est vraiment, ils sont tous, les 3/4 sont véganes ou végétariens ou ne mangent sans gluten. Enfin voilà, c'est vraiment une philosophie de vie, un concept de vie. C'est pas un business comme justement Pizza Jazz où lui, c'était uniquement un business et où c'était vraiment, enfin voilà, il a étudié le marché, il voit que ça fait de l'argent en ce moment et voilà, c'était des prises de capitaux finalement, alors que Isabelle, c'est pas du tout ça. D'accord. Et au niveau des prix, on est Au niveau des prix, on est sur les prix d'une brasserie, on va dire à peu près correcte, c'est-à-dire dans les alentours d'une salade dans les 13-15 €. Mais la salade, il faut savoir que dans une salade, vous avez à peu près une quinzaine d'ingrédients. Donc ce qui est énorme, enfin entre quinoa, donc tout ce qui est céréales, tout ce qui est aromates et tout ce qui est bien sûr fruits et légumes. Parce qu'elle fait beaucoup d'associations de saveurs fruits et légumes et franchement j'ai goûté, c'était top. Et avant qu'on passe au prochain sujet, on vous pose la petite question qui tue. C'est quoi le meilleur souvenir du master? Le meilleur souvenir du master, je pense que ça a dû être un reportage. Et c'était un reportage qu'on a fait avec Pierre au meeting de Marine Le Pen. Alors en plus, c'est d'actualité en ce moment. Ça devait pas être triste. Le fameux, oui. Où on s'est fait filmer. C'était la première fois on était un peu considérés en tant que journalistes et qu'on s'est fait filmer par des militants et puis qu'on était un peu comme si on était épiés comme des vrais journalistes. Et du coup, on s'est dit, ah oui, bon bah finalement c'est ça un peu cette haine anti-journaliste des militants Front National, voilà. Du coup voilà, c'était un des meilleurs comme un des plus bizarres, mais c'était
première expérience, quoi. Merci beaucoup, Éléonore, d'être venue débriefer avec nous votre reportage. Et on passe au reportage de Camille Roland, qui s'est rendu à Charny, dans l'Yonne, pour rencontrer une troupe de théâtre amateur. Il jouait au théâtre du Skeneto, une pièce d'Isabelle Mergot, L'amour sur un plateau. On regarde. Les compagnies de théâtre amateurs, beaucoup plus nombreuses que les compagnies professionnelles, n'en sont pas moins impliquées dans leur passion. Plongé dans le quotidien d'une journée de représentation pour une compagnie qui réalise tout de A à Z, du choix de la pièce au montage du décor jusqu'au spectacle sur scène. La compagnie Clin d'œil a été créée à Charny en 1985 par la volonté d'une seule personne. Une personne qui est actuellement le maire de Charny, justement. Ils étaient un groupe de jeunes. Ils ont décidé de monter du théâtre. Et puis depuis, il y a eu plusieurs présidents et moi j'ai repris la relève depuis 2001. Il y a eu au départ beaucoup de sketchs fabriqués maison, si j'ose dire. Ensuite, ils ont pris des pièces du répertoire de la comédie française, mais pas comédie française, hein. En 2 mots, bien séparés. Et puis la troupe jouait 6 fois à l'année, préparait une pièce, etc. Il y avait toujours un petit sketch de démarrage et tout pour détendre le public. Et puis depuis que j'ai repris, de 6 fois par an, maintenant on en est à jouer 15 fois à l'année, ce qui nous permet de bien investir toute la pièce et de finir par être vraiment à l'aise. Une pièce écrite par une comédienne reconnue et choisie pour son côté comique pour divertir plus facilement le public. L'amour sur un plateau, c'est une pièce déjà d'Isabelle Mergot. Une excellente pièce qui a été vraiment un plaisir à mettre en scène et à la jouer. C'est l'histoire d'un couple usé, à 2 doigts de se séparer. Et la seule cliente comme c'est une maison d'hôtes, la seule cliente se permet, connaissant une productrice de télévision, de faire venir une équipe de télé qui est censée raccommoder le couple. Alors évidemment, vous devez bien vous douter que il va y avoir des péripéties, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Le décor plutôt loufoque et les accessoires ludiques sont confectionnés, installés, démontés et transportés par la troupe dans la journée, dans la joie et la bonne humeur. Le décor est entièrement fait par la troupe. Les panneaux, ce sont des panneaux standards qu'on réutilise tous les ans, on change juste le papier peint. Des fois on met de la peinture et puis là vous voyez derrière une cuisine qui a été fabriquée pour la circonstance. Imaginez une cuisine toute équipée de 0 m² 67. Bon, il n'y a qu'au théâtre qu'on peut voir ça. La compagnie est toujours à la recherche de nouveaux amateurs pour monter sur scène ou être actifs en coulisses. Les petites compagnies continuent ainsi à faire vivre l'art du théâtre un peu partout en France. Camille Roland nous a rejoint. Bonjour Camille. Bonjour Florian Adrien. Alors, quelles sont les particularités d'une petite compagnie, sachant que c'est Isabelle Mergot, la productrice, qui est quand même la fidèle de Laurent Ruquier. C'est quand même étonnant, cette petite compagnie. Alors, Isabelle Mergot, elle a juste écrit cette pièce. D'accord. Donc, ils l'ont repris. Mais sinon, c'est une petite compagnie qui a été créée dans un petit village qui s'appelle Charny. Et en fait, dans toutes les petites compagnies amateurs, on retrouve cette ambiance. Tous les gens se connaissent, ils s'amusent. En fait, ils se rejoignent souvent pour justement jouer ensemble. Et des fois, ils ne voient même pas le temps passer. Ils jouent jusqu'à minuit passé. C'est une vraie convivialité. Voilà, c'est ça en fait. C'est surtout ça qu'on retient chez eux. Et aussi, c'est le type des pièces. En fait, ils choisissent des pièces plutôt comiques, vaudevillesques, où justement le public peut réagir facilement. Et puis, comme ça, ils peuvent s'amuser tout en jouant. On retrouve cet amour du théâtre de boulevard dans ce genre de pièces. Alors, quelles sont les grandes différences, ou la grande différence, entre une troupe amateur et une troupe professionnelle? Alors en fait, on peut dire déjà qu'il y a beaucoup plus de troupes amateurs que de troupes professionnelles. Par exemple, dans le département de l'Yonne, il y a une dizaine de troupes professionnelles. Donc ça fait une certaine concurrence. Les troupes amateurs ont une certaine concurrence, surtout que les professionnels vivent de ça. Donc ils ont besoin de vivre et c'est compliqué parfois de vivre de ça. Et il y a aussi une certaine critique de la part des professionnels sur les amateurs, sur le fait qu'ils n'apprennent pas assez leurs textes, sur les souffleurs. Mais parfois ils exagèrent parce que en fait, les compagnies amateurs parfois n'ont pas de souffleurs. Là, comme la compagnie Clin d'œil n'avait même pas de souffleurs et puis ils apprennent très bien leurs textes. On ne sait même pas qu'ils sont des amateurs. Vous avez assisté à une représentation, Camille? Oui. Alors du coup, la pièce d'Isabelle Mergot, ils l'ont jouée au moins une quinzaine de fois. C'était la fin de la saison, donc ils étaient assez rodés pour ça.
Il y a une certaine interactivité avec le public lors de troupes amateurs. Ça se sent, et puis l'espace peut-être un peu plus confiné fait qu'il y a quand même un rapport direct entre le public et les acteurs qui sont sur la scène. Ils sont hyper accueillants, et même à la fin de la pièce, Daniel Bessières, qu'on voit dans le reportage, s'est permis de faire un petit discours par rapport au public, et donc c'est hyper interactif. Donc la proximité et le mot d'ordre des troupes aussi amateurs. C'est ça. Bon Camille, vous n'allez pas échapper à la question fatidique. Meilleur souvenir de ce master de cette année? Moi je dirais que c'est le JT, enfin les JT, parce qu'au début je détestais ça, je ne supportais pas. Et au fur et à mesure de l'année, j'ai de plus en plus apprécié et j'étais de plus en plus détendue, peut-être parfois trop. Par exemple, on peut le voir peut-être dans le bêtisier avec Victor, il y a un petit JT avec un bon fou rire. Ouais, le bêtisier à la fin, elle a révélé la surprise, Camille, elle a révélé. C'est ça. Le bêtisier qu'on retrouvera à la fin de ce T'as vu. Est-ce que ça vous parle le longboard? Ça me parle de nom, mais j'aimerais bien savoir ce que c'est en détail. Écoutez, Pierre et Victor aiment décidément les sports hors du commun après le Quidditch. Voici une présentation du longboard, signée Victor Bastard et Pierre Gault. J'avais commencé au départ à avoir une longboard et puis je passais de temps en temps ici à notre spot, donc la Treille, le parvis de la Treille, et je voyais pas mal de groupes de skateurs qui dansaient dessus et je trouvais ça super sympa. J'avais déjà fait de la danse et je me suis dit j'aime bien skater, j'aime bien faire la danse et pourquoi pas allier les deux, et j'ai trouvé ça vraiment génial. Et puis c'est vraiment un esprit où on est tous ensemble, et en fait c'est un sport où on est tous ensemble et en même temps on est tous seuls dans notre bulle et dans notre monde. Donc... Il y en a qui courent pour se défouler, pour se vider l'esprit, et moi je danse sur ma board et j'ai ma musique et c'est tout aussi bien. Et très intriguant aussi de savoir ce qu'ils ont dans leurs petites oreilles, parce qu'on comprend tout de suite quelle ambiance c'est et pourquoi ce rythme-là. Parce que c'est vrai que moi quand je danse, moi je suis comme ça, mais il n'y a aucun rythme pour les gens. C'est vrai que je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour les autres. C'est un partage et c'est comme une façon de m'exprimer. Il y en a qui dessinent, qui font des poèmes. Moi c'est ma façon de m'exprimer et de ressortir tout ce que je peux ressortir par la danse et l'émotion. Et du coup, c'est pas n'importe quoi. On entend plus, les gens autour de nous, c'est du slalom. C'est comme ce que je disais tout à l'heure. On fait attention à ce qu'on fait parce qu'on est obligé de faire attention étant donné qu'on fait des pas de danse sur notre longboard. Donc on est forcément obligé de regarder ce que font les gens pour pouvoir anticiper les pas à faire par la suite. Et en même temps, on est fermé sur nous, on profite de notre moment à nous tout en faisant attention. C'est ça qui est génial. Ouais. Moi du coup ça m'amuse parce que quand je rentre chez moi, en fait j'ai une rue qui est un peu toute cassée et je suis là, je sais oh il y a un trou, hop là je passe par dessus machin et tout, et c'est cool et tout est un terrain de jeu en fait. Effectivement t'as des pavés, allez on force plus mais on y arrive, on se la met entre les gens, on fait un petit sourire parce que on est gentil et on veut pas être mal vu et on est content. Mais de toute façon on marche quasiment plus parce que quand on marche on s'ennuie. Donc moi personnellement je m'ennuie, donc quand j'ai ma board je suis bien contente parce que je vais plus vite, je peux faire des petits pas de danse devant tout le monde me regarde, c'est génial. Et voilà, on va pas se mentir. C'est génial. Et Pierre nous a rejoint pour débriefer son reportage qu'il a co-réalisé avec Victor Bastard. Alors, le longboard, est-ce que c'est considéré comme un loisir ou comme un sport à part entière? C'est vraiment considéré comme un sport, ça demande de la créativité, ça demande aussi des efforts physiques. On ne le voit pas forcément dans le reportage, mais pendant l'interview, on a vu que Solène était essoufflée. Donc oui, c'est vraiment un sport. Et ce qui est vraiment original, c'est ces pratiquants se réapproprient l'espace urbain. Donc dès qu'ils voient une rue un peu cabossée, ils en profitent et ça devient un nouveau spot.
Et quand on voit votre reportage, on se dit plutôt que c'est finalement très amateur. Est-ce qu'il y a un monde professionnel au longboard? Ça commence à se développer un peu comme pour le skate il y a quelques années, même si le skate est devenu c'est devenu un sport vraiment avec des sponsors. Oui, mais il y a quand même des gros champions et des gros skateurs comme Tony Hawk. Voilà, et pour le longboard dancing, ça commence à se développer. Il y a quelques semaines, on avait diffusé dans le T'as vu un reportage sur la compétition de longboard dancing au Hall de la Glisse. Et oui, enfin, il y a différentes disciplines. Il y a par exemple une sorte de saut en hauteur qu'ils doivent faire. Ils doivent passer un élastique. Donc c'est déjà assez impressionnant, assez visuel. Et puis aussi, ils sont aussi jugés sur tout simplement leur créativité. Et ils doivent faire des figures sur leur planche. Donc c'est assez sympa à regarder. Et plus le temps passe, en fait, plus les critères s'élaborent pour juger de la pratique, en fait. C'est ça. Mais comme c'est assez visuel, déjà, les passants souvent viennent les interpeller pour qu'on leur explique leur sport et donc au fur et à mesure ils arrivent quand même à convaincre des nouveaux adeptes. Et petite question bête pour les amateurs, justement les non-amateurs de skate, un peu comme moi, quelle est la différence finalement entre le skate et le longboard? Le longboard c'est... pour vous dire, j'ai pas vraiment essayé parce que je suis pas dans les sports de glisse, je suis pas vraiment à l'aise. Déjà au niveau du roller, j'ai du mal. Donc, c'est pas un rider. Je suis pas du tout. Peut-être dans l'âme, mais dans la pratique non. Et ce qui peut différencier, c'est peut-être que, dans le longboard dancing, il y a beaucoup plus de techniques. Ça leur arrive de prendre leurs planches dans les mains, de les faire voler, et puis c'est dans le nom du longboard dancing. Eux, ils font de la danse, ils dansent sur leurs planches, etc. Et puis ils écoutent de la musique. En fait, c'est le penchant artistique du skate. Si on veut. On pourrait dire ça, ouais. Oui, on pourrait dire ça. C'est une bonne définition. Voilà, j'ai trouvé. Voilà. Après, le longboard reste peut-être très au sol, tandis que le skate cherche à s'élever justement par des sauts. C'est peut-être aussi ça le. Une pensée philosophique. Il faut. Bon, vous n'allez pas échapper à notre petite question, Pierre. Oui. C'est quoi votre meilleur souvenir du master? J'en ai beaucoup. Oui, j'en ai beaucoup. J'aime rire. Et faut dire que. J'aime rire. J'aime un peu la 117, j'aime rire. J'aime rire. Et peut-être le souvenir le plus marquant, c'est avec vous deux. On l'a mis dans le bêtisier. D'accord, c'est un petit teasing. Qui arrive juste après notre invité. Il a même pas été diffusé le JT parce que je crois que ça a tenu 30 secondes et puis après c'était... Vous êtes tapé un fou rire pendant à peu près 3-4 minutes. Et donc toi, tu étais à la réal? J'étais à la réalisation et j'en pouvais plus. Je crois que vous m'avez fait pleurer de rire. J'étais sur les ordinateurs, j'en pleurais. Bon, merci Pierre d'évoquer ce souvenir avec nous. Peut-être qu'on le verra tout à l'heure dans les images. Et on va passer à notre invitée du jour qui est Jessica Jouve, journaliste pour Ikari Productions à Lille. Fondée en 2002 par Anthony Dufour, l'objectif fixé est de rendre compte de la mondialisation économique, culturelle et humaine à la télévision. Madame Jouve, bonjour. 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 Alors vous êtes devant des étudiants en journalisme, futurs journalistes, on l'espère. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours à vous? Oui, alors voilà, moi je suis réalisatrice donc, pour l'agence de presse Ikari, qui est une agence de presse de la région. C'est important de le souligner parce qu'il n'y en a pas énormément. Et donc on réalise des reportages pour les chaînes de télévision nationale, que ça soit Arte, TF1, bon il y a un peu tout le monde à vrai dire. Et c'est des reportages très divers. En quelle année êtes-vous rentrée chez Ikari? Alors chez Ikari, c'était il y a 3 ans. Et auparavant, j'étais correspondante indépendante dans la région pour Europe 1 et TF1. C'était quoi votre but personnel en entrant chez Ikari? Qu'est-ce que vous voulez devenir en tant que journaliste? Alors chez Ikari, j'ai souhaité devenir réalisatrice, ce que je n'étais pas quand j'ai commencé. J'étais journaliste pigiste, je faisais du news, du hard news qu'on appelle chez nous, et je souhaitais faire du long format. Justement, c'est quoi cette différence entre le journaliste et le réalisateur? À vrai dire, pour être réalisateur, il n'y a pas vraiment besoin d'être journaliste. Vous avez un parti pris, vous souhaitez faire un film, admettons, sur le longboard, ce que vous voulez, vous le faites et vous prenez une position. Quand on est journaliste, on a tendance à être objectif et à montrer souvent les deux parties, les deux côtés, et à ne pas prendre justement ces positions. Donc il y a un état d'esprit qui est commun quand même, qui reste, il y a un dénominateur commun dans la volonté. Il y a toujours l'art de maîtriser l'interview, il y a toujours, ça reste de la télévision, mais j'ai eu beaucoup de difficultés à devenir réalisatrice, notamment sur le dernier documentaire qu'on a fait. Moi, ça m'a demandé, c'est un exercice complètement différent. D'accord. Et si on parle d'Ikari maintenant, quelle est la ligne éditoriale de cette boîte de production? Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai postulé chez Ikari, c'est aussi parce que c'est une boîte de production, enfin une agence de presse qui, je pense, est engagée sur plein de dossiers. Indépendante?
indépendante. On défend en ce moment beaucoup la cause des migrants à Calais. On pose de vraies problématiques, chose que beaucoup de médias ne font plus. Des sujets brûlants de société qui ont Oui, besoin puis d'être surtout traités. on prend position. C'est-à-dire que là, typiquement pour Jungle News, par exemple, la télévision qu'on a montée dans la jungle, on a décidé de prendre le parti pris des migrants. Chose que beaucoup ne font pas, ou en tout cas ne prennent pas position. Nous, on a décidé que, en tout cas, quand on faisait des documentaires ou quand on faisait des reportages, maintenant, bon, là, il était temps d'assumer ce qu'on faisait. Donc braquer l'objectif de l'autre côté. Oui. Vous avez réalisé un reportage sur Franck Berton, le célèbre avocat lillois qui a travaillé notamment sur Air Cocaïne et qui a défendu Salah Abdeslam après les attentats. Comment on prépare un sujet d'une telle ampleur ? Bon, c'est d'abord une rencontre, je pense. Bon, Franck Berton, ça fait 8 ans que je le suis en assise, que je suis à ses procès. Bon, ça fait 8 ans voilà, qu'on le voit, c'est un des avocats de la région, un des meilleurs. Et bon, on avait ce projet parce que c'est aussi l'image d'Icari, de parler de la défense des Français à l'étranger, des expatriés, parce que Icari, c'est aussi une agence d'expatriés, on a tous été expatriés dans cette agence. Et on voulait parler de ça, parce qu'on est amené à voyager, on est amené à avoir des problèmes aussi, malheureusement, à l'étranger. Et Berton a commencé à défendre, depuis l'affaire Cassé, beaucoup de Français à l'étranger. D'accord. Le cheminement de la préparation d'un reportage, c'est assez intéressant pour nous, étudiants en journalisme. Comment se passe la proposition d'un sujet? Est-ce que vous arrivez avec votre idée personnelle, vous arrivez dans la rédaction et vous dites on peut faire ça? Ou c'est un travail d'équipe? On écrit un synopsis. On écrit un synopsis avec notre idée, nous, ce qu'on a envie de dire. Et ensuite, il y a un débat qui commence sur les personnages, ou comment. Alors, des fois, ça passe, des fois, ça passe. Enfin, il n'y a pas de... On ne nous fait pas changer d'avis sur ce qu'on a envie de dire. C'est-à-dire, c'est une vraie prise de position du début jusqu'à la fin. Alors, c'est quoi, justement, le cheminement type de la création d'un reportage, de sa proposition jusqu'à sa d'abord, diffusion? on lit l'actualité, on regarde des articles de presse. Au fur et à mesure, il y a une idée qui se met en place en 60 minutes ou en 26 minutes selon le format. Assez vite, j'arrive à comprendre pour quelle chaîne c'est destiné, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes lignes éditoriales. Ensuite, on écrit, on propose. Généralement, il y a 10-15 refus. À un moment donné, il y a une idée qui leur plaît. Alors c'est délicat, c'est justement proposer un sujet à une chaîne de télévision, comment on argumente, comment on défend l'idée de son sujet? On n'argumente pas, hein. C'est-à-dire quand vous envoyez votre synopsis, ils aiment pas. Hein. Ouais, ils reçoivent ils reçoivent 3000 propositions dans l'année, je sais pas, 30-40 par jour. D'un refus, non, parce qu'en fait, justement, vu que je pense que la chaîne ne veut pas travestir justement votre idée et qu'elle veut... C'est une idée de reportage d'un réalisateur, donc ils ne sont pas là pour dire tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Il n'y a jamais de pression mise sur la réalisation? On ne vous a jamais demandé de modifier un reportage, de soumettre la diffusion à une condition de modification dans le sujet? Non, franchement non, ça nous arrive jamais. Votre reportage sur la prise de position des migrants, vous l'avez dit, vous avez pris parti pour les migrants. C'était un choix qu'on a fait avec Arte, c'est un partenariat, on leur a proposé, on leur a dit voilà, mais on savait que ça allait leur plaire de toute façon. On savait qu'ils étaient engagés dans cette cause-là, nous aussi. On est d'accord sur plein de sujets, sur plein de sujets d'actualité, on a les mêmes visions sur plein de choses, donc on savait que ça allait être... Ce type de reportage, est-ce que vous pouvez nous dire à quelle chaîne ça n'aurait pas plu? Ah bah typiquement, Jungle News, c'est pas quelque chose que j'aurais pu faire pour TF1 Reportage. TF1? Parce que c'est pour le grand public et je pense que j'aurais choqué sûrement la ménagère de 50 ans avec mes reportages. De toute façon, elle veut même pas les voir, ces reportages peut-être. Mais c'est pas grave parce que je peux faire d'autres reportages pour cette ménagère de 50 ans. Et petit à petit, c'est à nous aussi peut-être de s'adapter et de parler de ces sujets différemment. Je pense que c'est peut-être à nous de s'adapter, de montrer, voilà, c'est notre métier de journaliste, d'expliquer les choses. On va juste expliquer les choses différemment, mais ça restera le même sujet. Hein. Et puis on voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises de presse qui cherchent à poser un regard différent sur l'actualité. Icari Productions, Taranis News par exemple aussi, qui a fait un énorme travail sur la jungle de Calais, qui a beaucoup couvert les manifestations pour les droits des sans-papiers, etc. Donc ça se développe de ce côté-là. Alors vous, personnellement, quel est le reportage qui vous tient le plus à cœur, celui que vous ayez réalisé,
qui est peut-être le plus représentatif de votre travail chez Ikari? Donc moi. Question piège. C'est toujours plus difficile de parler de soi. Non, je pense que le Berton, c'est clairement le documentaire qu'on a fait sur Franck Berton. Bon, déjà, mon premier documentaire, donc j'y tiens. Ouais. Un travail de 3 ans, que ça soit l'écriture, que ça soit le... Ouais, bon, déjà, c'est le premier bébé oui, c'est le premier gros... Donc pendant 3 ans, vous êtes constamment, déjà, tous les jours? Il y a 1 an et demi d'écriture, je pense. Wow. Donc des allers-retours de non, oui, non... ça déjà. Et puis il y a aussi l'aspect humain qui rentre en ligne de compte. Il faut tisser des liens, il faut... Oui, voilà, derrière ces 3 ans, il y a 6 ans de relation avec Maître Berton, où je le voyais en cours d'assises. Bon, voilà, oui, c'est des rencontres en fait, hein, plus que... Et celui-là, il me tient à cœur, parce qu'en plus, c'est vraiment le lien entre toute ma carrière de journaliste un peu fait divers, et puis ensuite, j'ai essayé de partir dans la réalisation, donc... c'est ce qui me ressemble le plus, je pense, au documentaire. Le cœur de métier d'Ikari, c'est l'audiovisuel. Oui. Mais pas que. Non. Il y a Ikari Édition. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu d'Ikari Édition? Alors, Ikari Édition, c'est la même chose. C'est né de cette volonté de faire quelque chose pour les expatriés, parce qu'on l'est également. Et donc, on a voulu faire des guides pour ceux qui y vivent. Donc, c'est-à-dire qu'on a des guides sur la Chine, sur le Japon, sur plein de pays, le Brésil, faits par des journalistes, faits par des auteurs qui vivent sur place et qui donnent leurs meilleures adresses. Donc on a plein de petits livres, que ce soit même sur la ville de Paris, mais c'est fait par les gens qui y habitent. Et en parlant de l'étranger, justement, on remarque que l'étranger, c'est un peu dans l'ADN d'Ikari Productions, puisque Anthony Dufour, qui a fondé la boîte de production, a commencé en Asie. Oui. À Tokyo. Alors, disons qu'il a ouvert d'abord le bureau en Chine, à l'époque des JO, à une époque où on ne connaissait pas vraiment la Chine. Voilà. Ensuite, il y a eu la Corée, le Japon, ça nous a permis de rayonner. On y est toujours, hein, d'ailleurs, en Asie. Et la Corée du Nord aussi, hein, parce qu'Anthony a été un de ceux qui a beaucoup couvert la Corée du Nord. On essaie toujours, d'ailleurs. Et... Même si ça doit être difficile d'accès. difficile, on fait ce qu'on peut. Vous avez un petit conseil à nous prodiguer pour nous aux portes? Vous ne me demandez pas mon meilleur souvenir du master, non? C'est maintenant. Non, le conseil, je vous conseille de persévérer en tout cas. Sincèrement, j'imagine que toute l'année, on vous a dit qu'il n'y aurait pas de travail, que ce serait compliqué. Non, absolument pas. Je vous conseille, en tout cas, si vous aimez ce métier, de continuer. Et je pense qu'il y a toujours de la place et des choses à dire pour ceux qui ont envie de raconter des choses. Un grand merci d'être venu répondre à nos questions. Merci à vous. Jessica Jouve de Ikari Productions à Lille. On vous engage à aller regarder leurs travaux. Exactement. Et maintenant, restez un petit peu avec nous, puisque c'est l'heure du fameux bêtisier. Il est concocté par Victor Bastard et Pierre Gault, parce que là, on a l'air un peu sérieux comme ça, mais non, on n'est pas du tout sérieux. Ça n'a pas toujours été comme ça. Voici le bêtisier. Le candidat Les Républicains est présumé innocent, pardon. Mais plus de peur que de mal, Florian, rassurez-vous, l'épouse du député de Paris est convoquée le 28 mars en vue de sa mise en examen. À moins qu'il ne soit secrètement décalé à une date ultérieure. La Première ministre a notamment dénoncé le fait que l'Écosse doive sortir de l'Union européenne contre sa volonté. Loin de la probité qu'il prétendait incarner lors de la primaire face à Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Bonjour et bienvenue à tous dans ce dernier JT de la semaine des Master 2 en journalisme de l'Université catholique de Lille. Aujourd'hui à mes côtés pour vous présenter l'actualité, Victor Bastard. Bonjour Victor. Bonjour Léonore. Et on se quitte avec l'image du jour. Oui, Victor, vivre jusqu'à 600 ans, Pierre. Est-ce que ça vous dirait? C'est un peu trop long. Un peu trop long. Oui, eh bien, comparé à notre échelle humaine, c'est l'espérance de vie du ratopnu. Les scientifiques s'interrogent... Voilà, ratopnu, excusez-moi, ça me fait rire. Il n'est peut-être pas très beau, avec sa peau fripée et ses yeux translucides. Mais une campagne de récolte de fonds cherche à comprendre pourquoi résiste-t-il à tout. Car c'est quand même important, il est capable de vivre... sans oxygène. Non mais c'est un râteau qui est capable de vivre sans oxygène. Camille, en tant que grande fan du réalisateur québécois, vous iriez sûrement le voir ce soir. Mais bien entendu, avec vous Pierre. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver notre journal sur la page de la FLSH et le master de journalisme. Excellent après-midi à vous. Aujourd'hui, la coalition internationale affirme que le dernier accès routier au bastion djihadiste de Mossoul-Ouest a été coupé, les prenant ainsi au piège. Selon un envoyé spécial américain, tous les combattants qui se trouvent à Mossoul vont y mourir. On estime à 2500
Oui, 2500, le nombre de combattants de l'État islamique. Encore présents dans la partie ouest de la ville, excusez-moi. Depuis le début de l'opération, 60% des territoires occupés ont été repris, mais cette reprise de la ville perd du temps. Les soldats irakiens, selon leur porte-parole, pardon. Non, je sais pas, j'ai un mot qui était mal écrit. Les soldats irakiens, selon dénoncent un ennemi aux méthodes irrégulières, comme utilisant des drones équipés de grenades. On va passer maintenant... À ce stade, une personne a été retrouvée morte et 2 autres en état d'hypothermie avancée. On n'en sait pas plus pour le moment, des nouvelles seront communiquées. Et au Mali, les djihadistes attaquent un symbole de la paix, Florian. Al-Morabitoun. Pardon. Reprenez, Florian. Oui. Vous avez juste fait rire. Al-Morabitoun, réseau lié à Al-Qaïda, a revendiqué l'attentat. Putain. Je sais pas comment on va faire. Je sais pas comment on va faire. Alors. Allez. Oui. D'accord. Pardon, on reprend parce qu'en plus l'info qui arrive est tragique, donc on va s'efforcer de ne pas rire. Du coup, en Gambie, c'est une question de décence. ont dévoré le fils du président élu. Pardon, je reprends. Habib avait 8 ans, sa mort tragique dimanche. Et c'est la fin de ce T'as vu, merci de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi prochain à la même heure pour un nouveau magazine. Excellent week-end à vous. Pierre, je vous laisse le micro. Expliquez-nous comment vous avez préparé ce petit bêtisier magnifique. Ah bah c'est avec Victor, hein, c'est un travail de longue durée. Le plus dur, je pense, c'était de choisir parce qu'il y avait quand même vraiment pas mal de choses. Ouais. Donc, il fallait de faire un petit medley. Il y en a plein qui avaient. Enfin, il y avait pas mal de personnes sorties. Il y avait pas mal de morceaux qui avaient été sélectionnés. Et faute de temps, mais oui. Ça nous a demandé un gros travail hein, quand même. Ouais, regardez tous les JT et tous les T'as vu, c'est. Et c'est l'histoire du rat au pneu. Juste Marine Kijac et Julie Cavet qui normalement sont avec nous. On les salue. Elles travaillent. C'est des filles sérieuses. Oui. Voilà. Bon bah Camille, on va te donner la. Ah oui, c'est moi qui dois dire le mot de la fin, c'est ça? On va. Bah oui, tu nous fais ta spéciale s'il te plaît. Alors, c'est la fin de ce T'as vu, merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi à vous. C'est un truc dans le genre. Bon bah merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette année, c'était magnifique. Suivi pour cette année. Bah écoutez, on vous dit à l'année prochaine avec les nouveaux masters 2 en journalisme. Et on remercie. On passe le relais. Et on remercie le Media Lab, Monsieur Frémy et Laurent à la technique. Et félicitations à lui pour son 3e petit garçon. Oui. Voilà. Magnifique cadeau de fin d'année. Allez, il a coupé, il était pas mal.